Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parlons Mieux. J'accueille la directrice médicale d'Eutelmed, Fanny Jacques, qui vient de publier un livre sur la santé mentale des jeunes et les nouvelles technologies. Il y a une amie qui vous fait du bien. J'espère que cette conversation vous touchera autant qu'elle m'a touchée et j'ai hâte d'avoir vos retours. Bonjour Fanny. Bonjour. Je te laisse te présenter. Ok, très bien, merci Catherine. Donc, je m'appelle Fanny Jacques, je suis médecin psychiatre de formation, mais depuis une dizaine d'années, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies en santé mentale. Donc, j'ai monté moi-même un chatbot en psychiatrie il y a presque 10 ans déjà, une société de téléconsultation. Et maintenant, je suis directrice médicale dans des sociétés justement qui travaillent sur les innovations en santé mentale. Actuellement, je suis directrice médicale chez Eutelmed, qui fait la promotion de la santé mentale au travail, notamment à travers d'outils digitaux. Et puis donc, je viens d'écrire un livre sur l'IA, une amie qui vous fait du bien, avec un point d'interrogation. Alors j'ai plein de questions pour toi Fanny, parce que tu as dit que tu as créé un chatbot il y a déjà 10 ans. Et oui. C'est fou parce que justement, la question que je me posais, c'était au début de ta carrière, il n'y avait pas vraiment encore l'IA qui avait une place aussi prépondérante qu'aujourd'hui. Comment est-ce que ça a été venu en tête de créer ce chatbot? Alors vraiment, justement, c'était un chatbot, c'était pas Ok. une IA. La différence, c'était un chatbot fermé, donc une forme d'arborescence. Donc on faisait en fait des programmes de thérapie comportementale et cognitive, par exemple, un patient anxieux, stressé, voire avec une dépression légère, eh bien, on pouvait lui faire passer quelques questionnaires et lui pousser des exercices, des vidéos, des podcasts pour l'aider à traverser ces épisodes. C'était pas quelque chose, c'était pas thérapeutique, mais plus du soutien et de l'accompagnement, mais c'était quand même assez fermé, semi-fermé. Il y avait un petit peu de texte libre, mais on était au début. C'était pas du tout comme une IA générative où on a vraiment l'impression de la fluidité d'une conversation. Et en fait, j'ai eu cette idée parce que donc j'étais en consultation. Déjà, j'avais une expertise un peu particulière. Je travaillais beaucoup soit sur la fin de vie et sur la périnatalité. Donc moi, j'accueillais beaucoup de personnes, soit des femmes enceintes ou qui venaient d'accoucher, soit des gens, hélas, en fin de vie. Donc c'est quand même des populations qui sont pas très faciles à déplacer. Et comme en plus j'avais une expérience qui était un peu rare à trouver, des gens venaient me voir d'assez loin. Donc j'avais une grosse file d'attente. Donc première chose, mon premier problème, c'est que je ne voyais pas les gens assez souvent. C'est pour ça que j'ai monté de la téléconsultation pour pouvoir les voir plus régulièrement et qu'ils n'aient pas à se déplacer. Et en plus, entre deux rendez-vous, il se passait 3 ou 4 semaines. Et donc, en fait, ces gens, et c'est normal, ils m'envoyaient des mails, des messages, des WhatsApp pour me demander quelques conseils, etc. Et donc, je leur envoyais une fois un petit podcast de relaxation, un article que j'avais vu et qui me paraissait intéressant, ou même parfois un pouce en l'air, parce qu'en fait, ils m'écrivaient juste, ça va pas, il s'est passé ci. Moi, je leur disais, ok, j'ai confirmation de lecture, ça suffisait à les apaiser. Et à force de faire ça un peu toute la journée, je me suis dit, j'ai l'impression d'être un chatbot. Peut-être que je pourrais le faire pour plus de gens. Moi, ça me prendrait quand même beaucoup moins de temps. Et plutôt que de le faire pour 1, 2, 10, 20 patients, et on pourrait le déployer sur des milliers de patients. Donc l'aventure, elle a démarré comme ça. Mais est-ce que ce serait pas différent justement de savoir qu'il y a une personne, un humain qui lit et qui est là pour nous, qu'un chatbot? Parce qu'en fait, est-ce que la présence d'un humain, elle peut vraiment être remplacée par un chatbot? Alors, à l'époque, dans mon Sherpa, il y avait un humain, c'est-à-dire que c'était moi et puis avec des collègues psychiatres, non pas qu'on n'était pas derrière notre ordi en train de lire H24 les messages des gens, mais on avait finalement prévu tous les messages et tous les scénarios possibles et tous les exercices et toutes les réponses qui étaient données étaient celles d'un humain. C'était des vidéos de moi, des podcasts de moi, des exercices écrits par les confrères et moi. Et donc finalement, il y avait un humain. C'était juste une façon de déployer l'humain à plus grande échelle. Donc c'était différent et donc beaucoup plus rassurant d'une certaine façon. Aujourd'hui, avec l'IA générative, ce système de human in the loop, notamment avec les IA génériques comme ChatGPT ou Claude, c'est pas là. Et c'est bien le problème. C'est pour ça que sont en train d'essayer de se déployer des IA plus spécialisées où on garde une supervision humaine sur le dialogue. C'est quoi le problème de Human in the Loop? Human in the loop, c'est vraiment l'idée que pour une IA, il faut quand même un humain dans la boucle à un moment donné.
C'est le cas pour certaines IA spécialisées de santé mentale, où en effet, il va y avoir une supervision humaine, où à un moment donné, si la personne n'est pas bien, ça va directement l'envoyer sur une proposition de chatter avec un véritable humain. Donc l'IA va être un premier niveau. Et puis, si c'est compliqué, si l'IA détecte des signaux, eh ben, on va pouvoir avoir un chat H24, 7 sur 7 avec un psychologue, ou on va pouvoir avoir un appel, voire une téléconsultation. Voilà, donc là, l'IA, on a ce concept, ce qu'on appelle la human in the loop. L'humain est toujours là pour récupérer, au final, s'il y a une problématique. Ça n'est pas le cas, évidemment, avec ChatGPT ou Claude. Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'un de tes patients a parlé de l'IA en tant que tel ou pas? Qui l'aidait dans sa santé mentale, qui était un peu son confident? Alors, donc voilà, ces chatbots, au départ, voilà, il y avait des chatbots fermés, ça date d'une dizaine d'années. Après, ce qu'on appelle semi-ouvert, donc on pouvait dire certaines phrases ou mettre certains mots, etc. Et il y avait du NLP, de la reconnaissance de mots-clés par la machine, où on disait attention, prudence, là, il a dit crise d'angoisse, idée noire, etc. Et puis ensuite, on arrive à fin 2021, l'arrivée de ChatGPT, et où là, on n'est plus dans un chatbot, mais une IA vraiment interactive qui génère du texte, de la discussion. Moi, en 2021, je n'étais plus en cabinet. Je ne consulte plus maintenant. Je suis directrice médicale dans des sociétés. Mais en effet, très vite, j'ai pu voir, soit au travers, voilà, par des patients, j'avais plus de patients en mon nom propre, mais je travaille évidemment en santé mentale, donc je travaille avec des patients. Donc c'est arrivé très vite, dès 2022, où effectivement, alors au départ, il y avait beaucoup, ça démarrait plutôt, c'était du challenge de diagnostic. Et donc, au-delà du psychiatre d'ailleurs, c'était mon médecin m'a dit que j'avais un lupus, j'ai ça et ça et ça comme symptômes. Est-ce que ça peut pas être une polyarthrite? Ou est-ce que le traitement prescrit par mon médecin est bon? Là, on a vu une première bascule parce que avant, en consultation, souvent, nous, on posait le diagnostic et les patients aimaient bien aller chercher sur Internet, sur des sites genre Doctissimo, etc. Est-ce que c'est certain? Est-ce qu'il ne s'est pas planté? Est-ce que j'ai véritablement un trouble bipolaire? Mais il faisait vérifier la parole de l'humain sachant par Google, etc. Après, on a vu vraiment une bascule assez rapidement où les patients arrivent au cabinet du médecin en disant « Je pense que j'ai ça parce que j'ai mis mes symptômes dans l'IA. » On me sort que j'ai ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, c'était l'inverse. Les patients sont venus pour faire vérifier la parole de l'IA par un sachant. Donc on a vu déjà ce système un peu là s'inverser. Et puis la deuxième, donc voilà, au début c'était plutôt utilisé pour ça, pour se faire des diagnostics, de l'autodiagnostic, des histoires de traitement médicamenteux, les effets secondaires. Et vraiment, on a vu glisser de cette partie pratique à un aspect plus intime où véritablement les gens ont commencé, en effet, et ça, l'année dernière, c'est quelque chose, ça a été un phénomène qui a explosé. Les gens ont commencé à se confier à leur machine, à ce qu'elle fasse partie intégrante de leur vie. Même des gens qui se sont mis en couple avec une IA, voilà, où vraiment il y a une relation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, voilà, une forme de relation qui s'est créée avec l'IA qui devient la détentrice de tous les secrets, de l'intimité, le confident, l'ami, le psy, le coach, qui fait un peu tous les métiers là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est un peu difficile de répondre en une phrase. Je suis évidemment partagée, et c'est d'ailleurs l'objet de mon livre. Je ne veux pas ni le sacraliser, ni le diaboliser. Je suis heureuse que ça existe, parce que de toute façon, ça répond à un besoin. Je pense que, et ça j'insiste beaucoup dessus, si on ne se sentait pas si seul, si on n'avait pas tant de problèmes pour communiquer, s'il n'y avait pas une telle crise de la santé mentale où de toute façon il faut des semaines ou des mois pour voir un psy, je pense que l'IA n'aurait pas cette puissance dans notre vie. Et en fait, elle vient pas créer un vide, elle comble un vide qui existait qui existait déjà selon moi. Donc là-dessus, je pense que c'est pertinent. Moi, j'aime les nouvelles technologies en santé, donc je les accueille plutôt à bras ouverts. Et donc pour moi, c'est une nouvelle technologie en santé qu'il faut pouvoir utiliser et accueillir comme telle. C'est un nouvel outil parmi d'autres, comme les traitements médicamenteux ou comme plein d'autres choses. Et de toute façon, il y a un tel besoin que quand on sait bien l'utiliser, je trouve ça génial que ça existe.
En revanche, évidemment, du fait, et on va en parler, de sa simplicité d'utilisation, cette impression de compréhension, etc., et tous ces pièges, hélas, ça peut mettre en danger, et notamment les personnes qui sont vulnérables. Est-ce que tu trouves que ces dernières années, notamment notre génération, elle souffre beaucoup plus de solitude et de problèmes mentaux qu'avant ou pas? Ou c'était simplement qu'avant, c'était pas diagnostiqué, mais en fait, il y avait la même souffrance? Oui, c'est un constat. Je ne sais pas qu'on en parle plus qu'avant, c'est plus qu'avant. Sur les problèmes de santé mentale, on a vraiment ça, tout le monde le dit, l'OMS le dit, la dépression deviendra, si on ne fait rien, la première maladie au monde d'ici 2030. Elle touche notamment les 18-25 ans. Je pense qu'on vit dans une permacrise depuis quelques années. Ça a commencé par le Covid. Ça s'est enchaîné avec les guerres, les crises économiques, les crises climatiques. Tout ça, ça fait que les gens vivent dans l'incertitude. Et le cerveau humain déteste l'incertitude. Et pour les jeunes, je pense que c'est très dur de se projeter dans un monde incertain quand ils n'ont pas encore fait leur vie. Donc je pense que ça, c'est une explication sur la santé mentale qui est moins bonne, notamment chez les jeunes, et qui par ailleurs, donc le besoin augmente, mais en plus, comme l'offre se raréfie, ils peinent plus à voir quelqu'un, et donc c'est un effet boule de neige, les problèmes s'aggravent. Sur la solitude, c'est une certitude. Aux États-Unis, 79% des jeunes de la Gen Z déclarent souffrir de solitude et d'isolement. C'est lié à plein de choses, on pourra en parler longtemps, mais c'est lié au fait que c'est toujours les deux revers de la même pièce. Le fait qu'on voyage beaucoup, qu'on part beaucoup plus à l'étranger, c'est génial. Mais maintenant, les jeunes font leurs études un peu partout. Il y a encore 100 ans ou 150 ans, le périmètre de quelqu'un, il était de 26 km, je crois. Là, maintenant, c'est la terre entière, le périmètre. Donc, c'est top, mais on a beaucoup moins d'accroches solides. On se fait des amitiés qui sont plus fragiles. Nos systèmes d'habitation font que maintenant, on vit dans des grands buildings, dans des petits appartements. On parle moins aux voisins, il y a moins cet aspect de communauté. Il y a beaucoup moins de place à la collectivité pour les jeunes. Avant, on se réunissait, peu importe la religion, mais que ce soit à la paroisse, dans des assos, etc. Tout ça, dans les places du village, on le fait beaucoup moins. Donc, et puis, évidemment, l'hyperconnexion, les écrans qui isolent. Un truc tout bête même, il y a eu des études qui sont sorties sur les voitures. Depuis qu'il y a des voitures, les jeunes ne peuvent plus jouer dehors. Ils peuvent plus aller taper dans un ballon parce que ça devient dangereux. Ils peuvent plus aller taper à la porte du copain et lui dire viens faire un foot. Ça, dans les années 30, 40, 50, ça existait, ça n'existe plus. C'est beaucoup plus compliqué de jouer dehors. Donc on est sur nos écrans, on est sur nos jeux vidéo et tout ça isole. Et c'est le paradoxe, hein. On est connecté, on a du mal à se déconnecter et en même temps on souffre de l'isolement produit par cette hyperconnexion. Mais pourtant, avant, il y avait aussi la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ça peut provoquer aussi une incertitude gigantesque. Donc pourquoi maintenant? Et puis notre génération, je vois que la parole se libère de plus en plus au niveau des psychothérapies, des gens qui vont voir des psys. Ça se parle de plus en plus, donc pourquoi est-ce que notre génération souffre plus alors que justement elle a plus d'outils peut-être aujourd'hui de faire face à sa souffrance? Alors je pense que évidemment il y a quand même une histoire de sous-diagnostic. Première, Deuxième Guerre mondiale, peut-être aussi que c'était sous-diagnostiqué, c'est une quasi-certitude, parce qu'on avait peut-être aussi autre chose à penser en effet prendre soin de sa santé mentale, ce qui est c'est beaucoup moins tabou qu'avant, ça l'est encore mais ça l'est moins, beaucoup de déstigmatisation et ça c'est une très bonne chose. Mais je pense quand même qu'il y a une sorte d'aliénation du choix. Et ça aussi, c'est une souffrance pour le jeune. Et encore une fois, ce sont les deux facettes d'une même pièce. C'est génial d'avoir le choix. On parle d'il y a un siècle à peine. En fait, on était dans une ville ou dans un village. On allait reprendre la cordonnerie des parents. On avait un périmètre limité pour choisir son prétendant et son amoureux. On savait dans quelle école ou dans quelles études on allait faire. C'était relativement simple. Voilà, donc finalement, il y avait peu de choix. Donc, c'était évidemment très réducteur. Et en même temps, c'était assez soulageant.
Aujourd'hui, le fait qu'on peut aller faire ses études partout dans le monde, que les applis de rencontre peuvent nous faire rencontrer des gens partout dans le monde, qu'on peut avoir des amitiés, des amours partout, eh ben, c'est aussi hyper angoissant. C'est super dur, on n'arrive pas à choisir parce qu'on se dit que peut-être on rate quelque chose, peut-être que ça pourrait être mieux. On est aussi dans une société qui valorise beaucoup la performance, l'individualisme, la course à la réussite. Ça, quand même, c'est un état d'esprit qui a beaucoup changé, qui vient des années 80, qui était beaucoup moins présent avant. Donc évidemment, il y avait de la souffrance réelle sur les guerres, sur tout un tas de crises, mais je pense que le mindset n'était pas le même. Et j'ai l'impression qu'avant, il y avait peut-être un peu plus de légèreté, alors que dans la génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de poids sur soi, Tout à fait. beaucoup plus d'auto-exigence, et beaucoup plus d'intolérance à l'incertitude. Tout à fait. Mais il y a malgré tout plus d'incertitudes. Tu cites les guerres, mais là, il y a des guerres partout dans le monde. La crise climatique, je pense qu'il y a une centaine d'années, on en parlait quand même beaucoup moins. Hein. La crise environnementale, vraiment, il y a de plus en plus de jeunes qui souffrent d'éco-anxiété. Ça transforme même leur vie. Ils ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils se disent que ce n'est pas ni bon pour la planète, ni bon pour les enfants à venir. Donc vraiment, ça se répercute sur des choix de vie très personnels et très intimes. Donc c'est quand même, tout ça ensemble, on est face à une crise que je crois on a jamais connue. En effet, les enfants sont élevés dans un monde d'incertitude très important, de permacrise importante. Ce n'était pas le cas avant, je pense. Et comment tolérer un petit peu plus l'incertitude? Comment composer avec? C'est une très bonne question parce que la réponse est un peu dans la question. Puisque justement, il faut apprendre à tolérer l'incertitude. Il ne faut donc améliorer sa tolérance à l'incertitude parce que tu ne peux pas, évidemment, balayer toute incertitude. Ça, ce n'est pas possible. Et justement, les anxieux, c'est ça qu'ils essayent de faire. En contrôlant, en vérifiant, en essayant de prédire. Hein, on dit l'homme prévoit, Dieu sourit. C'est vraiment ça. On dit aussi une expression que j'aime bien qui dit, je ne sais plus, la vie est un destin, la vie est un hamac que le destin balance. J'aime bien cette image. Donc voilà, on ne peut pas prévoir. Donc les grands anxieux essayent toujours de se projeter, de tout cadrer, et puis ça ne fonctionne pas. Donc c'est plutôt améliorer ce qui nous appartient, notre tolérance à l'incertitude, nous-mêmes en essayant justement de moins cadrer, de moins border, de diminuer son perfectionnisme, sa propre exigence, son exigence aussi vis-à-vis des autres, hein, parce qu'on devient aussi très exigeant à la fois vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre, de faire preuve de plus de souplesse, de se laisser plus porter sur le quotidien et surtout de contrôler ce que l'on peut contrôler et de bien faire la différence entre les deux. C'est pas parce qu'on vit dans un monde d'incertitude que nous-mêmes, on ne peut pas avoir le contrôle sur certaines choses. On n'est pas obligé de regarder chaque notification dans notre téléphone tout de suite maintenant pour être sûr de ne pas rater une information. On n'est pas obligé de regarder BFM H24. On peut aussi avoir une forme d'hygiène de vie, justement face à l'incertitude, face à toutes ces infos, à ce multitâche, etc., en se cadrant mieux. Ça, c'est hyper important. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'est autant rabattu sur l'IA? Est-ce que l'IA peut donner quelque chose qu'un humain ne peut pas donner, un psy, un psychiatre? Pourquoi est-ce que maintenant j'ai l'impression qu'il y a limite un remplacement des professionnels de santé? L'IA peut donner une disponibilité immédiate, H24, une soi-disant absence de jugement. C'est pas tout à fait vrai quand on creuse, mais néanmoins, ça donne ce sentiment-là. Une pseudo-empathie également. Hein. L'IA donne vraiment ce faux sentiment d'être compris, d'être entendu. Cette patience d'ange infinie, et donc finalement des qualités humaines qui manquent peut-être un peu, hélas, aujourd'hui à notre société. Justement, on est tellement dans le multitâche qu'on a beaucoup moins de capacité d'écoute. Notre capacité de concentration est beaucoup plus faible. Parler pendant des heures, en plus entre les générations, on s'entend mal, on se comprend moins bien. Le vocabulaire n'est plus du tout le même. Avant, ce n'était pas le cas. Moi, je sais pas, mes ados parlent avec leur grand-mère, ils se comprennent pas en fait, littéralement. On ne comprend rien à ce qu'ils disent. Avant, tout le monde parlait quand même la même langue quand on parlait la même langue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez perturbantes, qui créent cette fracture générationnelle, voilà. Et donc finalement,
on a du mal avec la friction humaine. On supporte plus quelqu'un qui serait impatient, quelqu'un qui dit mais attends, je comprends rien de ce que tu me racontes, quelqu'un qui va vous renvoyer dans les buts en disant bah non, t'as tort. Mais après, est-ce qu'un professionnel de santé va vraiment dire un psy ou un psychiatre? Normalement, c'est pas l'approche qu'il Alors, devrait avoir. il va pas dire non, tu as tort, mais il peut Guider un peu jusqu'à ce que l'autre comprenne où il se sent qu'il a jugé. tort. Voilà, Est-ce que de tu faire penses ce cheminement-là. Est-ce que tu penses que plus tard, l'IA va complètement remplacer les psychologues et les psychiatres? Non, je ne pense pas, parce que justement, j'en reviens, enfin, tu posais la question tout à l'heure aussi. Je pense que déjà, ce que l'IA ne remplacera jamais, ce sont les défauts de l'être humain, et en fait, c'est une bonne chose. L'IA, elle est trop parfaite. Et justement, la friction humaine, la remise en question, donc même un psychiatre, en fait, il peut, évidemment, un bon psychiatre, il va te faire sortir de toi-même, te faire réfléchir, te frustrer, te remettre en question, te dire que bah non, tu n'as pas toujours raison, casser un peu certaines certitudes que tu peux avoir, etc. Donc, te faire bouger en profondeur. Bah ça, en fait, l'IA ne le fait pas, quoi. Alors parfois, un professionnel de santé va peut-être un peu te secouer, tu vas peut-être ressortir de la consultation en n'étant pas content, etc. Mais en fait, voilà, tout ça, toute cette friction, et de façon plus générale, les défauts de l'être humain, l'impatience, le fait de dire bon allez, maintenant tais-toi, j'en ai marre que tu me parles de ton ex, allons boire un petit verre ou allons au cinéma parce que ça va bien. Toutes ces choses-là, finalement, profondément humaines, eh ben, elles sont intéressantes. L'expérience aussi humaine est quand même difficilement remplaçable, même si une IA peut accumuler de la donnée. C'est pas une expérience propre dans les tripes. Donc ça, c'est différent. Donc non, je ne pense pas que l'IA pourra remplacer totalement un professionnel de santé mentale. En revanche, je pense, et ça, les collègues, ça les fait peut-être un peu grincer pour certains, que un psychiatre qui sait bien utiliser l'IA remplacera un psychiatre qui est opposé farouchement à l'utiliser. Parce que pour moi, l'IA, ça peut quand même être un bon outil pour aider son patient. Et comment un psychiatre pourrait bien utiliser l'IA, justement? Et bien justement, en n'allant pas contre l'IA, parce que je pense qu'on ne doit pas être pour ou contre, mais qu'on doit être avec, parce qu'on n'a pas le choix. Donc typiquement, moi j'ai des collègues, on parle du livre, qui me disent, moi ça me saoule, mais mon patient arrive en me disant, bah, moi je pense que j'ai un trouble bipolaire et que vous êtes planté, ChatGPT m'a dit que, ou bien Claude il m'a plutôt conseillé que ça, et vous me conseillez que si, donc du coup qu'est-ce que je fais, etc. Et donc, une bonne façon, évidemment, c'est pas de braquer et pas de se dire c'est pas bien, ne faites pas ça, parce que de toute façon le patient le fera quand même seul chez lui plutôt qu'en étant accompagné. Donc vraiment l'idée c'est justement de l'accompagner, de l'éduquer, de dire ok, montrez-moi votre prompt, comment ça se fait qu'on soit si opposés lui et moi, parce qu'en plus pour le coup l'IA est pas si mauvaise. Souvent quand la réponse n'est pas la bonne ou n'est pas bonne, alors il y a des hallucinations, il y a des biais, parfois elle se gourre totalement, mais globalement, elle est quand même pas si mauvaise. Et souvent, quand la réponse n'est pas bonne, c'est parce que la question n'a pas été bien posée. Donc, d'accompagner le patient, de lui dire, montrez-moi votre prompt, c'est quand même bizarre qu'on ait un tel décalage. Ah mais regardez, dans votre prompt, vous êtes allé trop vite. Vous n'avez pas contextualisé, vous n'avez pas précisé que vous aviez tel ou tel antécédent. Moi, je le sais, l'IA ne le sait pas, que vous avez déjà fait 2 dépressions. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle se trompe de diagnostic. Oui, surtout que dans le prompt, des fois, on oriente la réponse. On oriente la réponse, évidemment, selon ce qu'on a envie d'entendre. Exactement. Et puis, justement, il y a ce truc d'immédiateté. Comme on a envie d'aller très vite, parce que maintenant, on est dans un truc de consommation immédiate, on veut la réponse très vite, on va faire la question très vite. Et en fait, un prompt, ça mérite de l'attention. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Et un prompt, ça mérite de prendre du temps, en fait. Et oui, c'est embêtant de prompter. Et d'ailleurs, grâce à l'IA, on peut avoir des nouvelles qualités, de reformulation, de réflexion. Faire un bon prompt, c'est essentiel. Et ça, pour le coup, ça s'apprend. Et donc, un psychiatre, il peut accompagner son patient en disant, voilà, vous pouvez personnaliser votre IA, vous pouvez lui dire que quand même vous êtes fragile, que vous avez tendance à être addict, donc qu'ils vous disent qu'au bout de 20 minutes, c'est trop, qu'ils vous laissent du temps entre chaque question. Dites-lui que vous avez déjà fait une dépression, demandez-lui plutôt des conseils ou demandez-lui plutôt une reformulation ou demandez-lui de vous envoyer un podcast de relaxation quand ça ne va pas, etc. Voilà, il faut accompagner son patient pour qu'il apprenne, lui, à bien utiliser l'IA, parce qu'en vérité, c'est quand même une richesse entre 2 consultations. Ça peut aider à préparer le rendez-vous, ça peut aider à mettre ses idées au clair, à reformuler, ça peut aider à vous envoyer un exercice de méditation quand vous n'arrivez pas à dormir à 3 heures du matin. Donc, ça sait faire quand même plein de choses. Donc, il faut être avec. Donc le professionnel de santé doit vraiment montrer sa valeur ajoutée par rapport à l'IA. Pour moi, oui. Je vais avoir une vision un peu plus globale. L'IA, je suis pas contre parce qu'elle peut t'aider entre des consultations.
Mais alors, comment le patient, il ne va pas se dire ah waouh, je vais faire des bons prompts, des très bons prompts, et en fait, ça va pouvoir remplacer mon psychiatre. Et et justement, c'est pas le fait que ce soit aussi rapide, aussi précis et aussi empathique et nous donner la réponse qu'on veut entendre qui fait que la personne se dise ah bah voilà, ça fait du bien et en fait j'ai pas besoin des humains en général parce qu'il y aura cette friction humaine justement. Et aujourd'hui on est aussi dans une génération en fait on n'a plus la valeur de l'effort dans les Tout à relations fait. humaines, dans les relations amoureuses, dans les relations vis-à-vis de soi, dans tout en fait un peu. Et du coup justement ce serait plus facile de simplement rester avec son IA que de chercher la confrontation, la friction, le travail mental et intellectuel. Je pense qu'il y a deux choses pour te répondre. Déjà, bah, la première chose, oui, hein, c'est un nouveau challenge pour nous, les médecins psychiatres et pour les psychologues. Et il faut qu'on devienne meilleur que l'IA. Donc, bah, nous aussi, ça nous remue, ça nous bouscule. Il faut qu'on se trouve des skills, des qualités que l'IA n'a pas. Donc, bah voilà, ça nous fait un peu sortir de notre zone de confort. Donc, c'est pas inintéressant. Et je pense que si on arrive à être un bon psy, le patient, même s'il utilise l'IA entre deux rendez-vous, il viendra quand même nous voir. Parce que justement, il connaîtra notre valeur ajoutée. On a des fonctions différentes, l'IA et le professionnel de santé. On a tout ce qui est la détection de la communication non verbale, la chaleur humaine, la capacité d'analyse grâce à notre expérience clinique des dizaines, des centaines, des milliers de patients qui précèdent et donc qui nous font rappeler telle ou telle personne. Voilà, on a effectivement la frustration, c'est le patient quand il est dans sa thérapie. Le fait d'être frustré, de lui dire c'est la fin de la séance, je suis désolée, il va falloir attendre une semaine, réfléchissez à ce qu'on s'est dit, etc. Et ben en fait, le patient, normalement, si le psy est plutôt pas mauvais, il va sentir que ça lui fait du bien. Alors que question-réponse, 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 H24, ça ne fait pas de bien. ChatGPT le Voilà, fait. voilà, ChatGPT le fait, mais en fait, ça ne fait pas du bien. Il faut un temps de digestion psychique. Donc ça, tout ça, c'est un peu la première partie. Puis la deuxième partie, beaucoup plus claire, bien sûr, c'est que quand on a véritablement un diagnostic psy, une dépression sévère, un trouble bipolaire, un état délirant, des crises d'angoisse, des idées noires, des idées suicidaires, bon bah là, évidemment, il y a même pas, c'est même pas un sujet, j'en ai même pas parlé jusqu'à présent, alors que c'est la première chose que j'aurais dû dire, mais pour moi, c'est tellement une évidence que, évidemment, il n'y a que l'humain qui peut poser un diagnostic, qui peut dire il faut aller aux urgences, qui peut donner un traitement médicamenteux, qui peut soutenir. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire un infarctus, vous avez mal à la poitrine, vous n'allez pas commencer à parler avec ChatGPT en fait. Non, vous allez appeler le SAMU. Bah là, c'est exactement la même chose sur un plan santé mentale. Si vous avez des idées noires, pourquoi aller parler avec une IA? Non, on va parler à un médecin ou à un psychologue, un psychiatre, on va aux urgences, on appelle le SAMU, quoi. Et est-ce qu'un professionnel de santé, donc notamment un psychiatre, ne pourrait pas se tromper vis-à-vis d'un diagnostic, d'un médicament, des effets secondaires de... Bien sûr qu'on se trompe, heureusement. Mais peut-être que la personne justement se dit bah ChatGPT c'est une machine, donc en fait avec toutes les données que je vais lui donner, il va pas se tromper. Alors la personne se dit quelque chose de faux, puisqu'on sait que, alors maintenant ça s'arrange quand même, mais on ne sera jamais à 0% justement d'hallucination. Oui, bien sûr, la machine se trompe. La machine se trompe, mais le problème, c'est qu'elle formule sa vérité d'une façon tellement crédible et que la forme est tellement jolie et qu'elle a une telle certitude quand elle le dit qu'on va avoir tendance à croire l'IA. Et ça, c'est véritablement un sujet pour moi, un des principaux, c'est la perte de l'esprit critique. On ne vérifie plus ce que dit l'IA. Je regardais un article du Canard enchaîné là, qui m'a fait beaucoup rire. C'était sur comment l'IA m'a pourri les vacances. Alors ça n'a rien à voir avec la santé mentale, mais effectivement, il y a un Australien qui raconte qu'en fait, il ne savait pas qu'il fallait un visa et donc il n'a pas pu rentrer là où il devait rentrer dans tel pays, parce que l'IA ne lui avait dit pas de visa. Il y a des randonneurs qui sont retrouvés complètement paumés sur leur chemin de rando, 80 km de nulle part. L'IA leur avait tracé un chemin et ils se sont perdus, ça ne correspondait absolument pas à la réalité, etc. etc. Donc voilà, il ne faut pas oublier que l'IA se trompe et continuera de se tromper. Parce qu'en plus, ça s'auto-alimente, parce que comme elle utilise les données, les datas qu'elle a précédemment utilisées pour continuer de retravailler, comme elle a une partie de ces datas qui sont fausses, on ne sera jamais à 0%. Et à quel moment l'IA devient un danger? À quel moment c'est trop? À quel moment on n'est plus dans l'équilibre? Quels sont les premiers signaux d'alerte? Les signaux d'alerte, c'est vraiment quand on pense à l'IA en premier, en fait, hein, déjà, voilà, comme une forme de dépendance, hein, quand dès qu'il se passe un truc, on n'a plus envie de le raconter à notre copine ou à notre parent
notre psy, mais plutôt à notre IA, quand elle va isoler plutôt qu'aller vers l'humain. Quand l'IA est utilisée pour vous aider à formuler des choses difficiles, ensuite à un autre être humain, pour reformuler, pour un effet cathartique, là c'est très bien. Elle va ouvrir vers l'humain au final. Quand au contraire, elle va vous isoler, elle va vous empêcher d'aller parler à un humain, parce que vous trouvez ça sympa de parler à une IA. Donc quand elle grignote le temps, un truc tout bête, c'est le temps. Et la santé mentale des jeunes, les 2 facteurs de protection majeurs de la santé mentale des jeunes, et ça, toutes les études le démontrent, il y en a 2. C'est 1, le sommeil, le temps de sommeil, et 2, les relations sociales. Il n'y en a pas 15 000, il y en a 2. Et donc l'IA, elle tape justement là-dessus. Elle tape sur la quantité de sommeil, parce que justement les jeunes souvent vont aller pianoter sur leur IA avant de se coucher, et elle tape sur les relations sociales. Donc là, effectivement, ça augmente la vulnérabilité de ceux qui sont déjà un peu isolés, de ceux qui sont déjà un petit peu vulnérables. Donc quand on l'utilise au quotidien pour donner sa vie intime et qu'on n'est plus capable de prendre n'importe quelle décision sans avoir auparavant demandé à son IA et qu'on s'isole des autres, là évidemment ça devient un vrai sujet. Est-ce que ce serait justement pas pour ça que notre génération elle est en dépression, justement parce que notre génération elle sait plus dormir, c'est-à-dire qu'on va dormir à pas d'heure à 2h du mat, faut se réveiller à 7h du mat, donc sommeil désastreux, et du coup solitude, parce que hyperconnexion, parce que ChatGPT, parce que les réseaux... Oui, tu as raison, on n'en avait pas parlé tout à l'heure dans les raisons de l'augmentation des troubles anxieux et de la dépression chez les jeunes, mais en effet, le sommeil, mais qui est d'ailleurs en lien avec les écrans, on regarde trop les écrans, notamment le soir, ça empêche la sécrétion de certaines hormones qui provoquent l'endormissement. Ça maintient en fait donc ça maintient un système d'éveil, et donc ça empêche le sommeil, et ça c'est sûr que moins bien dormir et être complètement décalé, ça donne de l'anxiété, ça donne de la dépression. Les écrans également, donc tout ça mélangé, bien sûr ça participe, ouais. Si tu devais donner un message par rapport à ça aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Par rapport à ça, par rapport à l'IA, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, un message que tu devrais transmettre de leur relation avec l'IA. Vraiment que l'IA est un véritable atout, mais que ça ne doit pas devenir un substitut, mais plutôt un maillon supplémentaire de la chaîne humaine. Et que plutôt que de s'exciter sur les effets de l'IA, il faudrait peut-être mieux s'exciter sur l'altérité, la crise de l'altérité humaine. Et que que peut-être les jeunes réfléchissent au vide qui s'est créé dans leur vie, et pas de leur faute, et que peut-être ils comblent ce vide autrement que par l'IA. C'est la meilleure façon de ne pas devenir dépendant de l'IA, c'est de combler ce creux, de ne pas oublier de parler à d'autres jeunes, de parler à leurs parents, de gueuler si jamais ils ne se font pas entendre, de ne pas oublier de marcher, d'aller faire du sport, de bouquiner bien sûr, de peindre, de faire plein d'autres activités, et que finalement petit à petit ça comble aussi le vide, et que bizarrement l'IA elle prend quand même beaucoup moins de place quand on se met à faire tout ça. Est-ce que l'IA comble vraiment le vide, ou est-ce qu'elle met simplement la poussière sous le tapis? Ça comble le vide en partie, mais ça résout le symptôme, mais pas la maladie, on va dire. Donc sur le court terme, mais pas sur le long terme. Je pense, oui. Ouais, okay. C'est pour ça, je pense que c'est hyper important de travailler aussi sur le collectif, cette crise de l'isolement, d'augmenter les besoins, enfin d'augmenter sur la santé mentale, non pas d'augmenter les besoins, pardon, mais d'augmenter tout ce qui est mis à disposition, les psychologues, les psychiatres, les lits d'hospitalisation, etc., d'avoir plus de financement là-dessus, de mieux réguler l'IA, d'éduquer au numérique de façon très rapide dès l'enfance, d'avoir plus de lieux collectifs pour les jeunes, etc. Si on a tout ça, l'IA, elle reprendra la place qu'elle est censée avoir, en fait. Tu me disais qu'avant, tu faisais des consultations en visio, c'est ça? Oui. Pour s'adapter à la demande, parce que aussi c'est plus simple. Mais tu parlais aussi justement de ce lien humain, cette chaleur humaine. Est-ce que tu préfères les consultations présentielles? J'imagine que oui, mais comment on fait la part des choses entre téléconsultation et vraiment en présentiel? Oui, bien sûr, ça peut être un paradoxe de dire qu'un psychiatre qui, justement, on ne peut pas remplacer la chaleur humaine, le contact, la communication non verbale, on fait des téléconsultations. Donc déjà, moi, j'essayais quand même de faire des téléconsultations avec des gens que j'avais déjà vus en vrai. Donc de faire 1 fois sur 2 ou 1 fois sur, ou 1 fois sur 3, une vraie consulte en réel, et après la visio.
Et puis surtout, c'est aussi pour répondre à un vrai besoin. Encore une fois, les besoins en santé mentale sont tellement importants que c'est quand même beaucoup plus facile de faire une visio un samedi matin vite fait entre 9 et 10 avec un patient que de le rajouter sur un agenda déjà surchargé. Donc, il n'y aura jamais mieux que la consultation dans le cabinet entre humains, mais c'est mieux que rien pour les patients qui devaient attendre des semaines ou des mois avant de voir quelqu'un. Donc ça permettait quand même, enfin ça permet en partie de pouvoir, je ne sais pas, faire un diagnostic, mettre un traitement, faire un arrêt de travail 2 mois avant de voir à la personne en vrai, et donc on a quand même gagné 2 mois. Donc, mais évidemment, la qualité du lien humain, rien que le fait d'aller dans le cabinet, d'avoir un espace à soi, etc., c'est quand même très différent. Après, la téléconsultation, il y a quand même des avantages. Moi, j'aimais beaucoup la téléconsultation parce que ça me permettait de visiter la maison ou l'appartement de la personne. Je trouve qu'on en apprend aussi beaucoup. C'est une sorte de visite à domicile. Et bon, ça, Donc évidemment, en fait, c'est complémentaire, c'est pas totalement complémentaire. un remplacement. Ouais. C'est très complémentaire. Okay. Fanny, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Ah non, mais attends, là, j'ai besoin de temps. Vas-y, je te laisse réfléchir. Ma philosophie de vie. Ouais. Moi, ma philosophie de vie, tu parlais tout à l'heure d'augmenter la tolérance à l'incertitude, etc. Moi, comme j'ai fait beaucoup de thérapie cognitive, moi, j'aime beaucoup ça, cette idée que les pensées ne sont que des pensées, qu'il faut faire très attention. Je ne sais plus quelle justement citation, il y a quelqu'un qui disait j'ai eu plein de problèmes dans ma vie et certains sont vraiment arrivés. Donc, entre les problèmes qu'on a dans notre tête et les problèmes réels, il y a vraiment un gap, et moi j'essaye vraiment de faire très attention à ça. Les pensées ne sont pas des faits. Et donc il y a une citation de Nietzsche que j'aime beaucoup qui dit il n'y a pas d'événements, il n'y a que des interprétations d'événements. Et voilà, cette idée qu'un même événement peut être perçu de plein de façons selon l'état d'esprit dans lequel on est, que donc il faut être très attentif à ça. Moi, je fais vraiment cette gymnastique mentale de garder... Donc, c'est pas du tout la méthode Coué, hein, c'est pas garder un état d'esprit positif à tout prix, mais juste objectif et neutre pour interpréter au mieux chaque événement. Ça, et justement, de ne pas être dans la projection anxieuse. Une autre citation, puisqu'on parle de citation... L'homme déprimé vit dans le passé, l'homme anxieux vit dans le futur, l'homme heureux vit dans le présent. C'est ça ma philosophie de vie, je pense. On va faire un petit jeu. Allez. Je vais te poser des questions. Allez. Et tu vas essayer de répondre par oui ou par non et une petite phrase explicative après. Allez. Ok ? L'IA nous écoute-t-elle mieux que les humains ? Oh non, mais c'est trop dur. Faut être concise, faut être concise. Ok, d'accord. Alors attends. Ok, d'accord. L'IA nous écoute mieux. Est-ce que l'IA nous écoute mieux que les humains ? Non, parce que l'IA n'a pas une réelle capacité d'écoute. L'écoute, c'est pas juste un texte qui va et qui vient. Okay. Peut-on réellement s'attacher à une IA ? Oui, visiblement. Donc, je n'ai pas trop compris la mécanique, mais oui, il y a des personnes qui sont amoureuses de leur IA. Et encore une fois, c'est la question fondamentale philosophique de qu'est-ce que c'est que l'attachement. Mais oui, on peut s'attacher à une IA parce que y a des gens qui nous disent que l'IA, elle nous comprend, elle ne nous juge pas, et donc on s'y attache. Le cerveau fait-il la différence entre une relation humaine et une relation avec l'IA ? Oui. Le cerveau fait la différence entre les deux grâce à toute la partie émotionnelle notamment et physique. Peut-on devenir émotionnellement dépendant d'une IA ? Oui, évidemment. Grâce à ce qu'on appelle l'empathie divide, le fait que vraiment l'IA sait très bien mimer l'empathie. Et que quand on est vulnérable, c'est toujours la même chose. Quand on va bien, il n'y aura pas de problème. Si on est vulnérable, ça va venir taper juste là où on a besoin. L'IA peut-elle sauver d'une dépression ? Non. Même en donnant des conseils, même en... Non, parce qu'une dépression, c'est une maladie. Tu ne me demanderais pas si l'IA peut sauver du diabète parce qu'il faut mettre de l'insuline, ou est-ce qu'elle peut sauver de la crise d'asthme parce qu'il faut mettre de la ventoline. L'IA ne peut pas sauver de la dépression parce qu'il faut mettre un traitement médicamenteux. Les jeunes risquent-ils de parler davantage aux IA qu'aux humains à l'avenir ? Oui, hélas. Ça va dépendre de plein de choses. On en parlait, l'éducation numérique, la régulation. Est-ce qu'on augmente nos forces pour donner plus de moyens à la santé mentale ? Mais oui, c'est un risque. Une écoute sans émotion reste-t-elle une véritable écoute ? Non. L'IA soigne-t-elle la solitude ou elle la masque ? Ça dépend, j'ai le droit quand même de dire. C'est-à-dire que
Ça dépend comment on l'utilise. Quelqu'un qui se sent seul et qui va l'utiliser pour s'aider à aller vers les autres, par exemple, il est porteur d'un secret, il n'arrive pas à le dire, et grâce à l'IA, il va aller vers l'humain. Évidemment, ça soigne la solitude. En revanche, quelqu'un qui s'enferme avec l'IA et qui ne parle plus aux autres parce qu'il a trouvé une oreille attentive dans l'IA, là, ça va amplifier la solitude. Si une IA vous connaît mieux que vos proches, est-ce que ça ne reste vraiment qu'une machine ? Ça ne reste qu'une machine, le problème venant des proches, là, pour le coup. Comment les proches pourraient montrer justement moins de jugement, être plus une safe place comme on dit aujourd'hui? Exactement, mais je pense que évidemment, je veux pas du tout. L'idée n'est pas de dire aux parents faites comme ci, faites comme ça, ou de dire aux amis. On est tous responsables. La société est responsable. Mais quand j'ai interviewé des jeunes, ils me disaient oui, bah moi quand je voulais essayer de parler à mon père, mais il me dit attends, j'ai trop de boulot. Du coup, je vais voir ma mère qui me dit ouais, mais d'abord fais tes devoirs. Bon, bah Lia, elle m'a pas dit j'ai trop de boulot, elle va faire tes devoirs. Donc, on a tous une forme de responsabilité, en fait. Il faut réapprendre à communiquer dans le calme, sans s'énerver, en prenant plus que 20 secondes. C'est aussi c'est aussi un sujet, encore une fois, des parents, de la société, il faut écouter nos enfants sans être rivé à notre téléphone. Tout ça, c'est un état d'esprit collectif et chaque individu a un petit rôle à jouer dedans. Merci beaucoup, Fanny. Merci. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.